Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. On parle encore de tramway de troisième lien à Québec à la suite du dépôt de ce rapport de CDPQ Infra qui recommande d'aller de l'avant, oui, avec le tramway, mais tout un projet structurant autour en ce qui concerne justement le transport collectif dans la capitale nationale. Pour le troisième lien, les données sont pas là, mais il y a un enjeu qui était soulevé, c'est l'enjeu de la sécurité économique. Et là, la CAQ s'accroche à ça pour justifier sa décision d'aller de l'avant comme tel avec le projet de troisième lien de Montréal. Je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Hello! Alors, dis-moi, est-ce qu'on recommence le numéro de cirque encore une fois? On va rejouer dans le même film? Mais c'est absurde. J'espère qu'on est conscient dans le milieu médiatique et politique à quel point une telle saga participe et radicalise le cynisme profond de la population à l'endroit des politiques. Alors, moi, j'ai pas la mémoire de Paul Larocque en matière de patronyme, parce que lui, quand il nous raconte l'histoire du troisième lien, c'est toujours fascinant. Il y a une mémoire très précise de ça. Oui, oui. Moi, je te le dis comme je le vois. J'ai l'impression que ça fait 2-3 élections qu'on joue là-dessus, puis on est parti pour en jouer 2 autres sur ça. Je pense que Duplessis disait, tu peux faire 3 élections sur un pont. La première, tu l'annonces. La deuxième, la première polité de terre. La troisième, tu le fais. Bon. Voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de retenir de vieilles leçons des temps anciens. Mais de quelle manière, dans les circonstances, ça en est presque gênant. C'est-à-dire, la CAQ, on s'en souvient. Promesse absolue du troisième lien. Repromesse du troisième lien. Là, il y a au lendemain des élections, on arrête sous prétexte qu'on n'a pas les études, on n'a pas la science, on n'a pas ci, on n'a pas ça. La science exigerait de ne pas faire de troisième lien. Puis là, ils décident de se replier ça, puis ils sortent avec le rapport de la Caisse de dépôt, puis dans le rapport de la Caisse de dépôt, il n'y a pas de recommandation du troisième lien, il y a une référence vague à la sécurité économique, clac, et là, on se réempare de cet enjeu-là. J'ai juste l'impression, bien franchement, qu'on nous traite comme une gang de Mongols. Il y a tout simplement une forme de gouvernance, de gouvernement, mais presque aléatoire, au doigt mouillé. Autant, je l'ai souvent dit, pour moi, je trouve absurde qu'on débatte autant de questions qui relevaient historiquement de la voirie. Donc, construire un pont, pas construire un pont. Mais là, cette question occupe tout l'espace public, monopolise les passions. On est incapable d'avoir une orientation minimalement fixe de ce que l'on souhaiterait dans le développement, alors que, autant il y a des questions sur lesquelles il y a des désaccords idéologiques de fond. La conception de la citoyenneté, la conception de l'identité, à la rigueur, pour les impôts, est-ce qu'on croit à la redistribution davantage ou est-ce qu'on croit davantage à la liberté économique des uns des autres? Mais les infrastructures, c'est globalement un domaine qui relève plus du technique que du politique et encore moins de l'idéologique. Alors, qu'est-ce qu'on a vu depuis je dirais une vingtaine d'années, ou plus 15 ans, avec les questions liées la question du transport en commun, qui en tant que tel est nécessaire, mais là, pour certains, ça devient un enjeu d'investissement idéologique, puis on se le disait hier, pour d'autres, en échange contre le transport en commun, le troisième lien, ça devient le lieu d'une résistance des automobilistes contre des projets de développement de tramway qui seraient assimilés aux écolos de Montréal. On regarde ça, puis on a l'impression que le réel n'existe plus. Le réel n'existe plus, le politique n'a plus d'emprise sur le réel, puis on a l'impression qu'au final, ils vont finir par faire leur lien sans savoir pourquoi ils le font, tout en le jugeant absolument essentiel. Et je précise, je suis pas dans le camp anti-troisième lien, je suis pas troisième liénophobe. Loin de là, je crois comprendre que c'est à peu près nécessaire. On m'a convaincu depuis un bon moment là-dessus. Mais le surinvestissement idéologique autour de ça, l'amateurisme terrifiant, le ticounisme qui entoure tout ça, donne l'impression que c'est un débat, en fait, qui est en train d'abîmer durablement l'esprit public au Québec, et je m'en serais voulu de ne pas dire l'espèce de dépit. T'sais, on est passé de l'hilarité à la colère, au cynisme, au dépit, devant cette espèce de farce monumentale qui très probablement occupera les prochaines élections. Hi-ha. Suite du feuilleton politique en France, Mathieu? On s'ennuie pas chez vous, hein? Non, mais c'est exceptionnel. Je me permets de raconter. En fait, je vais y aller sur le mode de la chronique impressionniste du délire. Il y a un parti historique en France. Dans les droites, en ce moment, il y a 3 droites. On pourrait dire qu'il y a la droite populiste, ça c'est le Rassemblement national, Bardella-Le Pen. Il y a la droite identitaire, ça c'est le pôle Zemmour-Maréchal.
Puis il y a la droite libérale classique, et ça, c'est les LR, les républicains. Hier, alors, je pourrais, en fait, j'aurais pas assez de 5 heures pour raconter l'histoire de ce qui s'est passé depuis lundi. Mais juste hier. Hier, qu'est-ce qu'on voit? Bon, donc comment rassembler ces trois droites? Le centre est uni, la gauche est en train de s'unir, la droite a de la misère à s'unir parce qu'on cesse de lui dire que si vous touchez aux populistes, en fait, c'est des fascistes, vous touchez aux fascistes, vous vous hitlérisez, touchez pas à ça. C'est un peu délirant. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Chez les LR, les républicains, Éric Ciotti, le président du parti, dit « Je décide de m'unir avec le Rassemblement national. On va faire des listes communes aux prochaines élections législatives. » Ça a mal passé. C'est le président du parti. Et là, c'est le président du parti. Hier. Mais là, les cadres du parti, les barons, les caciques, les grandes figures, disent « On veut pas d'alliance avec le Rassemblement national. » Deux types de raisons. Certains disent « On veut conserver notre indépendance politique. » D'autres disent « Jamais pas de complaisance avec ce qu'ils appellent le fascisme ou l'extrême droite. » Alors là, qu'est-ce qu'on voit à partir de là? Ils disent on va faire un bureau politique pour condamner la décision du président puis le virer. Mais le président dit non, c'est une réunion illégale, vous n'avez pas le droit de la faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'enferme dans les bureaux, dans le siège du parti, puis ferme le tout à clé pour qu'on puisse pas, c'est exceptionnel. Donc là, il s'emmure seul dans son bureau en disant vous ne pourrez pas me prendre ici, je suis seul dans mon bureau. Là, il y a tous les cadres du parti qui se présentent les uns les autres. Valérie Pécresse, l'ancienne candidate à la présidentielle, il y a un gros plan sur elle, elle se roule les manches sur le mode Chuck Norris, on va aller tabasser celui qui vient de nous voler le parti. Là, il y a des cadres du parti, il y en a un, Geoffroy Didier, qui dit on va le déloger physiquement s'il le faut. Finalement, la numéro 2 du parti s'en va chercher le double des clés pour rentrer dans la permanence. Et là, ce matin, il y a, je pense que c'est ce matin, une des vice-présidentes du parti qui dit Éric Ciotti, qui est le président du parti, qui se veut le futur ministre de l'Intérieur, l'incarnation de la sécurité, de l'ordre et ainsi de suite. L'intérieur de son bureau? Mais voilà, non mais t'es pas loin parce que, tu sais, d'abord, l'intérieur c'est la sécurité publique, oui. Appelons ça comme ça. Bon, eh ben là, t'as Florence Portelli, qui est une figure du parti des Républicains, qui intervient et qui a cette formule exceptionnelle en disant vous croyez vraiment quelqu'un qui... Puis en plus, Ciotti est un type estimable objectivement. Mais là, la scène est drôle. Portelli dit, vous croyez vraiment qu'un type, genre, qui dit, on va casser les réseaux de trafiquants de drogue, on va casser les narcotrafics, on va casser l'insécurité, on va casser la délinquance, on va stopper l'immigration massive, est capable de faire ça s'il n'est pas capable de s'assurer qu'il n'y a pas un double des clés de son bureau dans le moment d'une espèce de putsch ainsi. Puis là, la bataille se poursuit aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui disent non, jamais on va s'entendre avec le Rassemblement national. Mais ils disent, ouais, bon, deuxième tour, si vous avez un deuxième tour entre la gauche radicale de Mélenchon et compagnie, ou le Rassemblement national, qu'est-ce que vous faites? Ah, ben, on vote pour eux. Donc là, il y a des gens dans les républicains qui disent, on va voter pour le RN si on a un deuxième tour RN gauche radicale. Il y en a qui disent on va aller à la pêche. Ça, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui dit je veux pas choisir entre les deux monstres. Et puis, il y a des gens qui disent aussi ah non, nous, on va voter quand même à gauche plutôt que de voter pour le retour du fascisme. Parce qu'apparemment, ces gens-là n'ont pas compris qu'on n'est pas en 1933 non plus qu'en 1945. Pendant ce temps, il y a le groupe d'Éric Zemmour, Reconquête, qui s'est fracturé devant nous en temps réel. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec cela? Zemmour, le lendemain, qui a mené une campagne très dure contre le Rassemblement national, la nièce de Marine Le Pen, qui dirigeait la campagne des Européennes pour Reconquête, décide de partir pour négocier une entente avec le Rassemblement national. L'entente se dessine, tout ça, mais sans que Zemmour soit mêlé dans le truc. Finalement, ils reviennent, l'entente éclate parce qu'on ne veut pas être associé au RN avec Éric Zemmour. OK. Là, qu'est-ce qu'on voit le lendemain? Eh bien, elle décide de nouer avec d'autres une alliance avec le Rassemblement national en disant, ben là, il faut quand même que l'alliance à droite se fasse, on peut pas faire autrement. Zemmour décide alors de l'exclure du parti, dont elle était tête de liste il y a quelques jours. Et là, les deux, publiquement, sont dans une scène où ils se déchirent publiquement l'un l'autre, alors qu'ils faisaient campagne commune, du moins publiquement, il y a à peu près 96 heures ensemble. Donc là, c'est une scène qui est presque, je dirais, tragicomique en quelque sorte. Donc là, éclatement d'un autre parti. Donc, à travers tout ça, j'ai l'impression de voir quelque chose qui est un mélange d'OSS 117 et du Parrain, ou alors quelque chose comme les Boys 22, genre une bataille dans le vestiaire pour savoir qui va avoir la POC,
Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on est quand même dans un grand pays qui a la bombe atomique. On est dans des élections prises législatives qui permettent d'avoir accès au gouvernement du pays. On a une gauche radicale qui est particulièrement, tu sais, c'est à côté de cela, les gens de QS sont à peu près modérés. On a un centre assez autoritaire, et là, la droite nationale, elle, eh bien, joue à Game of Thrones et à OSS 117 de telle manière, c'est un peu loufoque. Oui, j'aime l'image quand même. Plus près de chez nous, Mathieu, bon, mine de rien, on se dirige tranquillement pas vite vers les vacances d'été. Ce serait quoi le défi des forces souverainistes au cours de l'été? Alors, depuis un an et demi, ils ont réussi à devenir premiers dans les sondages. Mais ça, c'est atteint. Et là, si c'est atteint si on s'installe chez les souverainistes trop longtemps là-dessus, c'est comme finalement stagner. Non, on stagne, les souverainistes stagnent pas encore, mais si dans 6 mois, ils n'ont pas bougé, ils doivent comprendre que la nouvelle étape, c'est mobiliser des figures importantes de la société civile, des figures qui jusqu'ici ne se prononçaient pas sur cette question. Donc, si les souverainistes sont capables de mener leur barque intelligemment, je dirais que d'ici mars ou avril prochain, donc là, ça leur donne à peu près un an, à être capable de faire en sorte que suffisamment de figures extérieures aux figures habituelles du mouvement nationaliste se fassent entendre dans l'espace public pour dire cette question-là est importante, pour s'assurer, autrement dit, qu'il n'y ait pas un effet pchit, qu'il n'y ait pas un effet de dégonflement, pour qu'il n'y ait pas un effet de bulle dégonflée pour les souverainistes qui sont revenus au premier rang, mais qui doivent quand même faire monter les sondages d'appui à l'indépendance autour de 41, 42 d'ici mars-avril. Donc là, c'est la nouvelle étape commence. Le cycle d'arrivée en première place des sondages est terminé. Un nouveau cycle peut commencer. Reste à voir s'ils seront capables de le mener cet été. Merci Mathieu, c'est toujours un plaisir. Bon épisode à toi. Un immense plaisir.